l'un des critères qui peuvent intervenir dans le choix d'un séchoir ou d'un sécheur, c'est la pression, hein. Est-ce que vous allez travailler à pression normale ou bien à pression réduite, c'est-à-dire sous vide? Alors, quelle est la différence, hein, là? Quand vous travaillez sous vide, eh bien, vous diminuez la température de séchage, hein. Donc, si vous ne pouvez pas aller très haut en température, vous êtes obligé de travailler sous vide. Et bien sûr, la technologie d'un séchoir qui travaille à pression normale et celui qui travaille sous vide est différente. Vous avez aussi les critères qui concernent le fonctionnement. Est-ce que vous travaillez en continu ou bien en discontinu? Généralement, on travaille en discontinu lorsque nous avons affaire à de petites quantités de matière à sécher. En discontinu, vous avez une matière à sécher, vous la mettez dans votre séchoir, vous mettez votre séchoir en fonctionnement et vous attendez que vos solides soient secs. Ensuite, vous récupérez votre matière. Tandis qu'on continue, hein, comme son nom l'indique, vous avez votre séchoir qui est alimenté en continu par cette matière humide et vous récupérez bien sûr en même temps en continu la matière séchée. Et généralement, dans l'industrie, pour les grandes quantités de matière à sécher, on préfère, bien sûr travailler en continu. Maintenant, le mode de chauffage. Le mode de chauffage, nous avons bien dit qu'il était possible de travailler ou de sécher par convection, direct par convection, indirect par conduction, ou bien par rayonnement. C'est les trois modes de séchage que nous avons vus en détail et nous avons bien sûr donné les différentes équations pour chacun des modes. Voilà, donc les trois critères sur lesquels va se baser le choix d'un séchoir par rapport à un autre. Et donc, il faut considérer tous ces critères pour le choix d'un séchoir. Alors, nous allons continuer. Alors, ça va jusque-là, s'il vous plaît, vous me répondez? Monsieur Belrasmi est avec nous, c'est bien. Donc, je continue. Voilà. Vous arrivez à voir ce que je vous ai présenté ici? Vous me répondez, s'il vous plaît, si vous arrivez à voir. Bon, ici, je n'ai pas travaillé la diapo, j'ai repris très bien, Monsieur Benassa. Alors, donc, comme je l'ai dit, comme je viens de le dire, les séchoirs peuvent travailler soit en discontinu, soit en continu. Là, je vous présente donc deux types de séchoirs qui travaillent en discontinu. Alors, nous avons ici une alimentation en parallèle. Donc, ce sont des genres de colonnes qui présentent un distributeur. Et sur ce distributeur, alors il joue le rôle de support et de distributeur d'air chaud qui arrive. Alors, vous alimentez donc vos séchoirs avec un air chaud qui arrive. Et il va traverser donc ce distributeur sur lequel vous avez mis vos solides mouillés. Et donc, l'air chaud va traverser ces solides mouillés ici et vous aurez bien sûr séché vos solides une fois que le contact sera effectif et que vous aurez attendu le temps de séchage. Donc ça, c'est une alimentation en parallèle. Donc la température de l'air chaud va être en contact aussi bien avec le premier bac que le deuxième. Et donc, vos solides ici vont être en contact avec un air chaud et sec. Par contre, si vous adaptez donc des étages dans votre colonne, hein, comme ceci, des étages, donc vos supports sont étagés, et c'est sur ces étages-là que vous allez poser vos solides mouillés. Alors, donc, le premier étage va être en contact avec un air sec,
et chaud. Par contre, le deuxième étage ici, vous voyez qu'il sera en contact avec un air, comment plus humide que pour le premier étage et bien sûr plus froid que pour le premier étage. Alors, bien sûr, c'est ce dispositif qui est le plus intéressant, mais vous voyez qu'il y a une différence entre les deux systèmes. Ici, j'aurai une installation qui va me demander beaucoup de place. Par contre, ici, j'aurai moins de place, parce qu'il faut savoir que en génie des procédés, il y a aussi le facteur encombrement qui intervient lorsque vous choisissez un appareil par rapport à un autre, ou disons, un contacteur par rapport à un autre. Donc, c'est suivant les conditions que vous avez, que vous pouvez donc opter pour un séchoir par rapport à l'autre. Alors, donc là, c'est en discontinu. Maintenant, en continu, donc on peut avoir un contre-courant ou un co-courant. Ici, j'ai pris le cas d'un contre-courant. Alors, je vais un peu déplacer la diapo. Alors, ici, vous arrivez à voir, s'il vous plaît, vous me répondez. Une petite réponse de votre côté, vous arrivez à bien voir? C'est bon? Je vais augmenter un peu la... Voilà, comme ceci. C'est bon, je peux continuer? Donc, je reprends mes annotations. Donc, pour un contre-courant, hein, je considère donc ce schéma. Vous avez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc dans un tunnel, ce qu'on appelle, c'est des tunnels, dans lesquels on adapte des tapis qui roulants, sur lesquels vont arriver les solides humides. Donc, on injecte les solides humides comme ceci. Et vous avez donc le déplacement de ces solides comme ceci, et vous introduisez à l'autre extrémité de l'air chaud et sec. Hein. Donc les solides mouillés vont se déplacer dans ce sens-là, dans ce sens, dans le sens contraire de l'air qui arrive. Et donc le contact de l'air chaud avec les solides mouillés qui se déplacent sur ce tapis, ou sur une bande transporteuse aussi, on appelle ça une bande transporteuse, eh bien vont sécher. Et donc à ce niveau-là, on va récupérer les solides secs. Et à ce niveau-là, eh bien, nous allons récupérer de l'air froid et bien sûr humide. Donc l'humidité des solides va être transférée à l'air, et l'air va être chargé par donc cette humidité qui provient des solides. Et nous allons recueillir les solides plus ou moins secs à ce niveau-là, et nous allons recueillir l'air froid et humide de l'autre extrémité. Voilà. Alors ici, on peut aussi définir un temps de séjour dans notre séchoir comme étant égal à la longueur de la bande transporteuse sur la vitesse de la bande. Ce sera le temps de séjour de nos solides à l'intérieur de notre séchoir. Voilà. Ça va jusque-là, s'il vous plaît? Une petite réaction pour que je puisse savoir. Non, il n'y a pas de réaction. Je continue. Je continue. Je vais enlever les annotations. Et je vais le reprendre. Alors, comment on peut schématiser ce séchoir à bande transporteuse? Eh bien, tout simplement par un schéma très, très simple hein, que j'ai ici. Hein. Donc, je donne l'indice 1 à l'entrée du gaz chaud et l'indice 2 à l'entrée des solides humides. Alors, les solides humides ont un débit massique de matière sèche, grand M, et le débit de gaz, le débit d'air sec, je l'appellerai G, hein, l'air
chaud et sec entrent ici, et donc j'ai mes solides qui arrivent de l'autre extrémité du séchoir à contre-courant. Maintenant, les températures, j'ai une température T1 et une humidité Y1 pour mon air chaud. Maintenant, lorsque je vais le récupérer à l'autre extrémité, hein, le débit d'air sec, il sera toujours le même. Seulement, mon air, eh bien, il sera refroidi, donc j'aurai une température T2 et une humidité, bien sûr, une humidité de mon air qui a bien sûr varié, qui a augmenté, qui a atteint la valeur Y2. Alors, donc, T1 est bien sûr supérieur à T2. Hein, la température de mon air ici, elle est supérieure à la température de sortie de l'air. Et bien sûr, les humidités l'humidité Y2 étant supérieure à Y1. Maintenant, pour les solides, ces solides rentrent avec une humidité absolue X2 et ils doivent sortir avec une humidité absolue X1. Et bien sûr, mes solides à l'entrée sont beaucoup plus humides qu'à la sortie, et donc X2 est supérieur à X1. Et donc, comme je l'ai dit, grand thème, ce sera le débit de matière sèche. Donc, ce sera généralement, on travaille avec des débits massiques, donc c'est le débit massique de matière sèche. Grand thème, ça concerne les solides, et grand G, ça concerne donc l'air que vous introduisez. Et grand G, c'est le débit massique de l'air sec. Maintenant, s'il n'y a pas de perte à l'intérieur, hein, ni thermique ni de matière, eh bien, on pourra dire que l'humidité qui a été cédée par les solides a été récupérée par l'air. Hein. Alors, l'humidité récupérée par l'air, ce sera quoi? Eh bien, ce sera G facteur de Y2 moins Y1, hein, parce que G, Y2, c'est la quantité d'eau hein, qui sort, et GY1, c'est la quantité d'eau qui rentre dans l'air. Et la variation, eh ben, la variation, c'est quoi? C'est ce que les solides ont perdu. Et les solides ont perdu quelle quantité d'eau? Eh bien, c'est grand M, facteur de X2 moins X1. Voilà. Donc, et donc, cette quantité-là, nous pouvons l'appeler W, qui est la quantité d'eau qui a été évaporée, c'est-à-dire la quantité d'eau qui a été cédée par les solides et qui a été récupérée par l'air que vous avez introduit à contre-courant. Y a-t-il des questions là-dessus, s'il vous plaît? Je vous écoute s'il y a des questions pour le bilan. Monsieur Belkacmi, c'est bon? C'est clair, madame. Très bien. Donc, on continue. On continue. Alors, maintenant, il se peut que vous êtes obligé de recycler l'air que vous avez utilisé. Hein, le recycler pour, bien sûr, par souci d'économie et pour économiser, bien sûr, de l'énergie. Hein, donc, pour réduire la consommation d'énergie, vous êtes obligé donc de recycler, pardon, la notation. Voilà. Donc, on recycle. Pardon. Non, c'est pas la bonne. Alors, vous êtes obligé de recycler hein, comme ceci. Hein. Vous faites rentrer une partie de cet air-là hein, à l'entrée de votre séchoir, bien sûr, à l'entrée où vous allez introduire votre air ici. Hein, ici. Donc, mon air qui sort ici, ben son débit d'air, c'est G', une température T2 hein, à ce niveau-là, et j'appellerai ça son humidité Y', parce qu'en fait, vous allez prendre une partie de l'air qui sort ici. Maintenant,
vous a ramené aussi de l'air avec une température T, une humidité Y. Donc, en ce point-là, exactement en ce point-là, hein, vous allez sommer quoi? L'humidité qui arrive ici et l'humidité qui arrive ici pour avoir une autre humidité Y1. Donc là, j'ai une humidité Y'. Là, j'ai une humidité Y. Mais une fois que j'aurai mélangé les deux airs, j'aurai une autre humidité Y1. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un bilan matière sur l'eau. Donc l'eau qui arrive par ici, hein, avec ce recyclage, plus l'eau qui arrive avec mon air ici, eh bien, elle sera égale à l'eau qui sort, donc que je récupère pour réalimenter mon séchoir. D'accord? Voilà, donc une possibilité de recycler une partie de l'air qui sort par souci de quoi? Par souci de consommation d'énergie. Et ce qui est important, hein, pour pouvoir faire vos bilans, hein, il faudra tenir compte donc du fait que vous rajoutez cet air-là à celui-ci pour avoir la somme. Et donc, un bilan matière va vous aider à déterminer Y1. Bien sûr, connaissant Y' et Y, vous allez avoir donc Y1. Un bilan matière tout simple. Maintenant, ça va jusque-là, s'il vous plaît? Vous pouvez me répondre? Donc, ce qui est intéressant, enfin, ce qui est important ici, c'est de pouvoir faire un bilan matière en ce point-là, lorsque les deux flux se rencontrent, pour vous donner un autre flux avec une autre humidité Y1. Et donc, j'aurai G' Y' plus GY égale à quoi? À G1 Y. Et donc, connaissant Y' et Y, vous allez pouvoir déterminer Y. Ça va? Oui. Madame, Y1, la sortie. Là, j'ai Y. Hein, j'ai changé les notations. Ici, vous avez Y2. Hein, Y2. Mais vous prenez une partie de votre R. Ici. Une partie. Vous voyez qu'il y a une autre partie qui sort. D'accord? Il se peut que il se peut qu'il y ait une différence entre Y2 et Y'. D'accord? Donc ce sera le courant que vous avez recyclé qui sera, si vous ne faites rien ici à la sortie, s'il n'y a pas aucun transfert de matière, Y2 sera égal à Y'. Mais j'ai préféré noter Y', il se peut qu'il change. D'accord? Ça va, monsieur Belkacemé? D'accord, oui, madame. Voilà. Donc ici, juste un bilan matière sur l'eau, hein, va vous donner la valeur de Y1. Maintenant, vous pouvez aussi chauffer votre air avant de l'introduire dans votre séchoir. Alors, qu'est-ce qui va changer le fait que vous chauffiez votre air? Le débit d'air sec ne change pas. Donc, entre le fait l'état initial et après le chauffage, il y aura toujours la même quantité. La température, par contre, elle change. Hein. Là, j'ai une température T0, je chauffe, bien sûr, la température va augmenter. Maintenant, pour l'humidité, eh bien, elle ne change pas, l'humidité. Elle reste la même, même si vous chauffez. Pourquoi? Parce que quand je chauffe, eh ben, le nombre de molécules d'eau qu'il y a dans mon air, elles sont là. Bien sûr, s'il n'y a pas de perte, etc. Donc, l'humidité absolue ne change pas. Par contre, l'humidité relative, elle change, parce que l'humidité relative est fonction de la température. Attention. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus. L'humidité absolue ne change pas lorsqu'on augmente la température. Par contre, l'humidité relative, elle change. Et qu'est-ce qui va changer aussi? C'est l'enthalpie, hein, puisque vous avez changé. Hein, l'enthalpie va changer aussi. Hein. Ici, j'ai H0, ici, j'ai H1. Maintenant, pour les solides, hein, donc à contre-courant, les solides rentrent avec un débit de matière sèche M, une humidité X2, une enthalpie HL2.
Et bien sûr, une fois que ces solides vont passer dans le séchoir, leur matière, le débit de matière sèche ne change pas. Par contre, l'humidité absolue et l'enthalpie changent. D'accord. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir lorsque vous préchauffez votre air avant qu'il rentre dans le séchoir, ce qui change, c'est bien sûr la température et l'enthalpie. L'humidité absolue reste la même. D'accord? Bien sûr, ici, T0 est bien sûr inférieur à T1 et T2 est inférieur à T1, bien sûr. L'air, quand il va passer dans le séchoir, bien sûr, il va se refroidir. Ça va jusque-là, s'il vous plaît? Je peux continuer? Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire comme bilan? Comme bilan, nous pouvons écrire un bilan enthalpique. Ici, en définitive, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il y a eu un échange de chaleur entre le gaz et l'air que j'ai fait rentrer dans le séchoir et bien sûr mes solides. Donc, en fin de compte, l'énergie qui est écétée par le gaz va être récupérée par mes solides. Voilà. Donc, la variation de quoi ici, c'est disons, l'énergie qui est cédée par le gaz va être récupérée par mes solides, bien sûr, lorsqu'il n'y a pas de perte, thermique. Voilà. Alors maintenant, si on s'intéresse à la consommation spécifique d'énergie, combien de calories ou de joules que j'ai mis dans cette opération de séchage, qui a contribué à me sécher mes solides, eh bien, je peux l'estimer comme ceci. Pardon, je vais enlever les annotations. Reprendre ici. Donc, la consommation spécifique d'énergie, qui est donnée en joules par kilogramme d'eau évaporée. Nous avons donc cette consommation spécifique d'énergie, nous allons l'appeler petit q. C'est le rapport entre la quantité d'énergie rapportée à la quantité d'eau évaporée. Et donc, ce sera H2 moins H1 sur Y2 moins Y1. Et nous aurons donc notre consommation spécifique d'énergie, c'est-à-dire en joules par kilogramme d'eau évaporée. Voilà. Donc, la relation qui va vous permettre de comptabiliser votre consommation spécifique d'énergie. Spécifique, pourquoi? Parce que vous la ramenez à la quantité d'eau évaporée par kilogramme d'eau évaporée. Voilà. La quantité elle-même, c'est Q. Maintenant, si vous voulez spécifique, c'est-à-dire par la quantité d'eau évaporée, donc ce sera rapporté à la quantité d'eau évaporée. Voilà, donc comment vous allez écrire vos bilans donc d'énergie et de quantité de matière échangée pour le calcul donc de vos séchoirs. Y a-t-il des questions là-dessus, s'il vous plaît? Je continue. C'est bon. Je continue. Maintenant, nous allons voir un peu l'aspect technologique. Je vais vous présenter quelques séchoirs. Oui, y a-t-il une question? Y a-t-il une question? J'ai entendu une intervention. Essayez de vous prononcer ou bien de m'envoyer un chat si vous... Oui, bon, je continue. Donc, comme je viens de le dire, nous allons voir ensemble les aspects technologiques de certains séchoirs qui existent et les plus utilisés. Alors, on commence par les sécheurs convectifs ou directs. Convectifs ou directs, donc on utilise de l'air chaud pour sécher nos solides. Alors, ici, je vous présente
un schéma très simplifié de quoi? D'un sécheur qui repose sur le mode de transfert de séchage convectif. Pardon. Je vais reprendre mes annotations. Donc ici, alors regardez, nous avons donc notre séchoir, c'est un séchoir ici qui discontinue parce que nous devons mettre nos solides à ce niveau-là, hein, nos solides. Vous voyez qu'ils sont disposés sur un support qui est le distributeur. Et nous avons à ce niveau-là l'entrée de l'air qui est à température ambiante, mais nous avons besoin d'un air chaud. Donc nécessairement, il doit passer par un système de chauffage, hein, une résistance par exemple. Et ensuite, nous devons évacuer cet air chaud, hein, vers les solides que nous avons à sécher. Donc vous avez ce qu'on appelle ici un ventilateur qui va vous permettre de véhiculer l'air chaud. Et cet air chaud va monter, hein, comme ceci, à travers donc ces orifices, à travers ce distributeur, pour être en contact avec vos solides. Et bien sûr, vous aurez l'échappement de votre air plus ou moins humidifié et bien sûr froid, parce qu'il sera passé par des solides froids et humides. Et donc, vous allez bien sûr maintenir donc, cette opération de séchage pendant un certain temps, jusqu'à ce que vous avez le temps, bien sûr, d'atteindre disons, le degré d'humidité voulu. Voilà. Ils ont un schéma très simplifié d'un type de séchoir. Alors, donc là, nous sommes obligés donc, de chauffer notre air. Nous avons besoin d'une certaine quantité d'énergie. Mais sachez que on peut aussi utiliser l'énergie solaire, hein, un solaire qui ne coûte pas, pour pouvoir chauffer l'air donc je reprends mes annotations. Donc on peut utiliser donc l'énergie solaire. Cette énergie solaire va pouvoir me chauffer l'air que je fais circuler dans ce système-là. Hein. Là, c'est l'air qui circule. Donc on assure une circulation de l'air chauffé par le rayonnement solaire et qui vient quoi? Et qui vient me sécher mes solides que j'ai mis sur des étagères, hein, pour pouvoir les sécher. Et on récupère bien sûr l'air refroidi et chargé d'humidité en haut de ce système. Donc vous voyez que ce sont des systèmes qui travaillent en discontinu et qui utilisent l'énergie solaire pour chauffer l'air qui sera en contact avec nos solides. Alors, une photo, une image un peu plus... Voilà, donc vous voyez, on peut donc prévoir de sécher par exemple des plantes ou des feuilles de tisane, etc. Il y a des feuilles de thé, etc. Hein, de cette manière-là, avec l'énergie solaire. Voilà. Alors, ce que nous avons vu, ce sont des sécheurs convectifs, mais qui travaillent en discontinu. Donc, ce sont des petites quantités à sécher, mais industriellement, ce qu'on utilise, ce sont des sécheurs convectifs qui travaillent généralement en continu. Donc, c'est une circulation de nos solides. Généralement, vous avez ce qu'on appelle les sécheurs tunnels. Les sécheurs tunnels. Pourquoi tunnel? C'est parce que la matière
les sécheurs tunnels, eh bien la matière qui va être véhiculée dans des chariots, hein, c'est des chariots qui circulent dans des tunnels. Donc ce sont des grandes quantités de matière qu'on veut sécher, et donc on met donc nos solides à sécher sur des plateaux, et ces plateaux sont superposés sur des chariots, hein, des chariots. Et ces chariots avancent dans ce sens-là, alors que l'air va venir en sens contraire, comme ceci. Donc les solides avancent dans ce sens, alors que l'air, il arrive à ce niveau-là, il passe par un système de chauffage, donc sa température est élevée, et il passe par un ventilateur pour venir circuler à contre-courant de la circulation des solides humides qu'on fait introduire à ce niveau-là. D'accord ? Donc ici, j'ai l'air chaud qui arrive, et là, j'ai le sens de circulation de mes solides, et ces solides-là sont mis dans des chariots, et ces chariots-là, bien sûr, comportent des plateaux sur lesquels on met notre matière à sécher, notre matière humide à sécher. Voilà, c'est disons le schéma de principe. Je peux plus loin vous montrer des photos de ces soi-disant chariots. Alors, regardez ici. Donc, j'ai des sécheurs convectifs. Donc, c'est des chambres dans lesquelles on va introduire, regardez, c'est les chariots avec des étagères. Et c'est sur ces étagères que nous allons disposer la matière à sécher. La matière, par exemple, dans l'agroalimentaire, vous avez les fruits secs qu'on sèche, vous avez les pruneaux, les abricots, c'est de cette manière-là qu'on les sèche dans les sécheurs tunnels. Ça va? Vous êtes arrivé à voir avec moi, s'il vous plaît? Vous me répondez? S'il vous plaît? Mademoiselle Boudella? Monsieur Diff? C'est bon, vous arrivez à voir? Une petite réaction de votre part, s'il vous plaît? Oui, très bien, très bien. On continue à voir donc ces aspects technologiques. Un autre type de sécheur convectif ou direct, c'est le sécheur à lit fluidisé, le lit fluidisé. Vous avez déjà entendu parler de la technologie des lits fluidisés. Un lit fluidisé, ça veut dire quoi? Eh ben, j'ai changé le comportement de mes solides. Ils se comportent comme si j'ai affaire à un fluide. Alors pourquoi? Parce que je les ai mis en contact avec un air, et donc ici, j'ai mon air qui arrive et qui passe par un système de chauffage, et donc j'envoie mon air chaud au niveau du distributeur pour qu'il soit en contact avec mes solides. Les solides que je fais rentrer à ce niveau-là, ils sont humides, donc je les fais rentrer dans mon lit, ici, et que je vais fluidiser. Fluidiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai envoyé une vitesse d'air qui a mis en mouvement les particules ici, elles sont mises en mouvement grâce au jet d'air que j'ai envoyé. Il ne s'agit pas d'un lit fixe, il s'agit d'un lit fluidisé, c'est-à-dire que vos particules sont mises en mouvement. Et pourquoi je préfère un lit fluidisé? Parce que nous avons dit aussi que le fait d'agiter, de mettre en mouvement nos solides, eh bien, fait que le séchage est accéléré.
on essaie donc d'optimiser l'opération de séchage. Comment? Eh bien, en essayant d'agiter. Et donc, le fait d'avoir un lit fluidisé va augmenter les performances de votre opération de séchage. Alors, bien sûr, ici, vous n'avez pas une granulométrie unique de vos particules. Il y a des petites particules, il y a des moyennes, il y a des grosses, etc. Donc, généralement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les fines particules, les très fines, elles sont emportées. Elles sont emportées. Et votre objectif, ce n'est pas de faire emporter vos particules. Votre objectif, c'est de les garder. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit dans ces systèmes de séchage? On prévoit de rajouter aussi ce qu'on appelle des cyclones. Ça, c'est un cyclone. Il va récupérer les fines particules et vous allez les recueillir ici. Pourquoi? Parce que ça va monter, ensuite ça va tourner et puis ça va descendre et donc je vais les récupérer ici. Donc les grosses particules, je les récupère normalement. Par contre, les fines qui vont être emportées, eh bien, je vais utiliser un cyclone pour les récupérer. Et donc, ensuite, ici, à la sortie du cyclone, vous allez récupérer donc un air qui pratiquement, disons, pur. Il n'y a pas de particules qui ont été emportées. C'est bien sûr votre cyclone a une grande efficacité de séparation. Donc voilà le mode de séchage convectif en utilisant un lit fluidisé. Sachez que ce type de séchage en lit fluidisé est largement utilisé dans l'industrie, notamment dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine de l'agroalimentaire, etc. Pourquoi? Parce que ça donne de bons rendements de séchage. Vous voyez, regardez, on récupère nos solides ici sur une bande transporteuse. C'est une bande qui circule et donc on aura en bout d'installation des solides secs. Ici, regardez, donc c'est une photo d'un lit fluidisé qui a permis de sécher par exemple du sel. Voilà. Donc voilà le dispositif. Vous voyez ici, vous avez des personnes, la photo de personnes, et vous voyez donc, ça vous permet d'évaluer la taille de ces installations. Voilà. Donc voilà comment fonctionne un lit fluidisé qui va nous permettre de sécher nos parties. Toujours dans le domaine des sécheurs convectifs, vous avez donc des systèmes à bandes transporteuses, mais ces bandes transporteuses, eh bien, elles sont superposées. Vous voyez, elles sont superposées. Donc, au sommet de notre système, nous introduisons nos solides, bien sûr, mouillés et froids. Et par le bas, vous avez donc un système de chauffage qui vous permet de chauffer l'air que vous faites rentrer ici, et l'air donc va monter. Par contre, les solides, eh bien, vous allez ils vont circuler sur ces bandes transporteuses au fur et à mesure jusqu'à les récupérer en bas de notre système. Voilà le schéma, et voilà aussi une figure qui vous permet de voir comment. Donc on introduit nos solides et ça passe dans les bandes transporteuses pour les récupérer en bout de course plus ou moins sec. Alors ce système est utilisé pour les matières en grains ou bien les matières qui sont fibreuses, notamment par exemple dans l'agroalimentaire, pour les pâtes, etc. C'est ce genre de système qu'on utilise. On continue à voir ces systèmes de sécheurs convectifs, toujours convectifs. Vous avez aussi toujours donc les systèmes convectifs, mais là, le séchage se fait par atomisation. Atomisation, ça veut dire quoi? Il y a le mot atome qui vient ici. Atomisation. Alors, atomisation, ça veut dire que, en fait, votre matière, vous allez la pulvériser. La pulvériser.
Comment? Bien, généralement, c'est une matière liquide, hein, qui contient donc la matière à récupérer sèche. Notamment, ça c'est utilisé par exemple pour sécher le lait qui est liquide, et on le récupère comment? Sous forme de poudre. Donc, vous avez vos particules liquides qui, en fait, ce sont quoi? C'est une matière solide enveloppée avec une matière liquide. Et bien sûr, si vous la séchez, bien vous allez récupérer la matière solide qui vous intéresse. Alors, comment? Alors, c'est généralement utilisé largement pour le lait. Donc, on ramène le lait sous forme donc de liquide. On le pulvérise, hein, donc c'est-à-dire on crée des gouttelettes, mais alors très fines. Et ces gouttelettes vont être en contact avec de l'air chaud, très chaud. Et de cette manière-là, vous allez donc récupérer le lait, hein, sous forme de poudre, et bien sûr, le liquide va s'évaporer. Donc, euh, en définitive, il y a tout un système qui va vous permettre de faire arriver votre air, hein, votre air qui va passer par des résistances, par des systèmes de chauffage. Et ensuite, vous allez il va arriver juste au niveau de quoi? Du nubus, hein, de l'atomiseur, ici. Donc, vous voyez, il y a le contact direct entre l'air chaud et le lait que vous avez atomisé, c'est-à-dire rendu en fines gouttelettes. Et donc, le contact va faire que vous allez récupérer quoi? Bien, vous allez récupérer votre lait sous forme de fines particules que vous allez récupérer donc en bas de votre système. Ici, on va récupérer nos solides. Et vous avez toujours ce système de cyclones. Hein, je vous ai dit que les cyclones, ils sont là pour nous décharger donc l'air qui a entraîné les fines particules, les très fines, les très fines. On ne doit pas les rejeter dans l'atmosphère. Il faut les récupérer pour, bien sûr, ne pas endommager l'air et ne pas polluer l'air avec les très fines particules. Donc voilà un exemple de séchage par atomisation, et c'est généralement utilisé pour le séchage du lait, donc par atomisation. Atomisation, ça veut dire donc pulvériser sous forme de fines gouttelettes, et ces fines gouttelettes sont séchées. Voilà. Voilà, donc voilà le dispositif pour l'atomisation, hein. C'est une photo d'un système qui utilise donc l'atomisation pour sécher les liquides. Voilà. C'est une tour d'atomisation de lait en poudre chez Templey. D'accord. Voilà. Voilà, j'aurais terminé maintenant donc avec cet aperçu des différents séchoirs qui existent et leur technologie. Pardon, attendez, je crois que j'ai oublié. Pardon. J'ai oublié, attendez, voilà. Pardon, oui, j'ai oublié, c'est par conduction, voilà. Très rapidement, vous avez les sécheurs aussi par contact ou indirect, hein. Donc, ce sont des surfaces chauffées qui vont être mises en contact direct avec les solides, hein. Voilà, vous avez une photo d'un sécheur à contact direct, et vous voyez que, en définitive, c'est l'agitateur des solides qui va être chauffé et qui va être en contact avec les solides qu'on introduit à l'intérieur. D'accord? Donc, il sert ici aussi bien d'agitateur que de surface qui va chauffer les solides. Et donc, bien sûr, cet agitateur, il tourne, hein, vous le voyez, il tourne. Donc, on introduit les solides par une trémie ici à l'extrémité. Nous avons cet agitateur qui a deux rôles. Et il sert à quoi? Il sert à agiter les solides, et il sert aussi à ramener la chaleur nécessaire pour sécher nos solides. Et bien sûr, en tournant, eh ben, il va sécher nos solides qu'on va récupérer ici en bout de course. D'accord? Voilà.
Donc c'est un séchoir rotatif, ce qu'on appelle à palette. Hein. Généralement, il est utilisé dans l'industrie pharmaceutique. Madame, Oui, oui, à la sortie, on obtient un solide ou là, un bien liquide? sûr, c'est des solides que vous... c'est des solides. D'accord. Contrairement à tout à l'heure, bon, j'ai parlé du lait, et le lait, bon, il rentre liquide, mais il sort solide, hein, le lait séché. Hein, on a bien du lait sous forme de poudre dans les sachets hein, qu'on achète. D'accord et donc, le lait, c'est par atomisation. Hein. Bon, j'ai préféré vous en parler. Pourquoi? Parce que bon, c'est largement utilisé dans l'industrie. C'est par atomisation que ça se fait. Le séchage donc du lait qui est au départ sous forme liquide et qu'on récupère sous forme de poudre. Voilà. Toujours pour les sécheurs à contact, hein, toujours c'est un sécheur type extrudeuse. Extrudeuse pourquoi? Parce que c'est ce système qui est à l'intérieur, c'est lui qui va servir de surface chauffante. Mais pourquoi extrudeuse? Parce que c'est comme une vis sans fin qui tourne et qui peut nous sécher nos solides. Donc les solides rentrent ici, à cette extrémité-là, ici. J'ai un problème avec les annotations. Voilà, ça rentre ici. Et là, j'ai quoi? J'ai la surface chauffante ici, ici. Et on récupère bien sûr nos solides secs à ce niveau-là. Bien sûr, ce système-là, ce centre-là, cet axe-là, eh bien, il tourne. Et vous voyez que c'est c'est comme une vis sans fin, hein, une vis sans fin. J'espère que tout le monde sait ce que c'est qu'une vis sans fin. Ou bien une vis type d'Archimède. Et en dernier, un autre type de sécheur. Alors, c'est un sécheur conique rotatif. C'est un sécheur qui est largement utilisé dans l'industrie pharmaceutique. Donc, nous avons notre surface chauffante. Nous avons nos solides à sécher qui sont introduits à l'intérieur de ce cône. Et nous avons aussi un système pour agiter les solides. Et donc, l'eau des solides va être évaporée grâce à l'énergie qu'on ramène en chauffant ces surfaces. Et donc, nous avons l'évaporation de l'humidité des solides, hein, qui peut être condensée pour avoir un condensat, et nous récupérons nos solides plus ou moins secs en bas du système. Alors, c'est un dispositif qui coûte cher, hein, parce que sa technologie est assez avancée et qui est largement utilisé dans l'industrie pharmaceutique. Voilà. 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 J'aurais terminé avec les différents séchoirs. Hein, donc, je vous ai présenté quelques aspects technologiques de ces séchoirs. À vous maintenant, il y a énormément d'informations sur Internet, il y a des vidéos, il y a beaucoup d'informations sur les sécheurs, les séchoirs ou les sécheurs que vous pouvez consulter à tête reposée, puisque maintenant vous avez compris le principe, vous avez compris les modes de fonctionnement de ces sécheurs, de ces séchoirs. Et donc, il y a vraiment de belles vidéos qui existent sur Internet que vous pouvez donc voir une fois que vous avez compris le principe de ces sécheurs. Voilà. Ça va jusque-là?
Y a-t-il des questions? Y a-t-il des remarques sur la compréhension? On peut passer maintenant au chapitre suivant. Alors, est-ce que vous arrivez à voir ce que je vous présente ici? S'il vous plaît. Oui. Alors, le prochain chapitre, c'est l'évaporation. L'évaporation. Alors, l'évaporation, ça c'est la première diapo que je vous présente, où il y a deux photos, regardez. La première, c'est quoi? C'est un grand récipient en cuivre avec de la confiture à l'intérieur. Hein, la confiture, hein, c'est quoi? C'est un mélange de quoi? De fruits et de sucre. Et qu'on fait chauffer et qu'on porte sur le feu pendant longtemps. Hein. Pourquoi pendant longtemps? Il faut faire cuire les fruits et il faut quoi? Il faut essayer de diminuer quoi? La quantité de liquide à l'intérieur. Il faut concentrer. Maintenant, je donne un autre exemple où il y a le phénomène d'évaporation. Donc ici, on fait évaporer hein, l'eau hein, à l'intérieur de notre marmite pour avoir une confiture assez concentrée. Vous avez la deuxième photo ici qui représente, c'est une photo des montagnes de Kabylie. Hein, où vous avez du sel. Regardez, hein, ce sont des étendues d'eau salée. Hein, il y a des sources d'eau salée dans les montagnes en Kabylie. Et qu'est-ce que les gens qui habitent dans ces contrées, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils mettent cette eau chargée de sel regardez, dans des genres de petits puits, disons, de telle manière à quoi? À mettre en contact cette eau salée avec l'air. Et ils attendent que quoi? Qu'il y ait une évaporation de l'eau. De telle manière à quoi? À recueillir en fin d'opération d'évaporation, eh bien, le sel. Donc, ils auront quoi? Évaporé le sel l'eau plutôt, pour recueillir le sel. Donc, vous voyez que cette opération d'évaporation, on va la rencontrer dans de nombreux domaines. Hein. Ici, ça concerne l'alimentaire, l'agroalimentaire, mais c'est une opération qui est largement rencontrée dans beaucoup d'opérations dans l'industrie et que nous allons voir ensemble. Alors, ce chapitre va comporter 5 grands points. Nous allons donc introduire l'opération unitaire qui est l'évaporation dans une introduction. Ensuite, on va s'intéresser aux facteurs qui influencent l'évaporation. Il y en a plusieurs. Ensuite, nous allons citer quelques aspects thermodynamiques de l'évaporation. Nous aurons besoin de quoi? Des chaleurs latentes de vaporisation, des températures d'ébullition, comment on va les déterminer, etc. Il y a plusieurs aspects thermodynamiques à voir. Ensuite, viendra le quatrième point où nous allons voir les différents systèmes qui nous permettent de faire cette opération d'évaporation. Et enfin, en dernier, nous allons voir l'aspect technologique des évaporateurs et les différents types d'évaporateurs qui existent. Voilà les grands points de notre chapitre. Nous allons commencer par une définition. C'est quoi l'évaporation? Nous avons parlé de concentration, nous avons parlé de solution. Et donc l'évaporation, la définition, toujours cette annotation qui n'arrive pas à maîtriser. Hein, donc l'évaporation est une opération unitaire où le solvant est séparé du soluté en le faisant passer de l'état liquide à l'état vapeur. Donc on évapore
le solvant. De telle manière à quoi? Pour concentrer les solutions que nous avons au départ. Il s'agit d'augmenter la concentration de nos solutions. Grâce à quoi? Grâce à un apport de chaleur. Donc, toujours cet apport de chaleur. Donc, si vous apportez de la chaleur, et si je dois évaporer mon solvant, eh bien, il faut que cette chaleur me permette d'atteindre quoi? La température d'ébullition de la solution. De telle manière à faire apparaître une phase vapeur. Et bien sûr, cette opération, puisqu'elle vous demande de l'énergie, eh bien, elle va vous coûter aussi sur le plan énergétique. C'est une opération énergivore qui demande de l'énergie, donc elle va coûter donc énergétiquement. Voilà pour la définition de notre opération qui est l'évaporation. Maintenant, quel est le but de notre évaporation et pourquoi on concentre? Pourquoi on concentre? Donc, comme nous l'avons bien dit, que nous devons, notre but c'est de concentrer notre solution. Donc, concentrer notre solution, le premier but. Et comme nous l'avons vu dans la première diapo où nous avons vu la photo, on peut aussi évaporer pour créer des cristaux, pour cristalliser. Donc la première étape, elle va concerner donc la concentration, on va concentrer, et à un certain moment, eh bien, si on continue cette opération de concentration, eh bien, on arrivera à cristalliser le soluté, à le faire apparaître sous forme solide, alors qu'au départ, il était sous forme liquide. Alors, pourquoi concentrer? Eh bien, tout simplement parce qu'au départ, il y avait beaucoup d'eau, plus d'eau qu'il n'en faut, pour le produit fini qu'on doit mettre, par exemple, sur le marché. On peut aussi concentrer pour réduire les coûts de transport et de stockage, pour transporter, par exemple, le lait. On est obligé d'essayer de réduire sa masse pour le transporter d'une manière plus économique. Pour vous réduisez le poids et le volume. Comment? Eh bien, en faisant cette fameuse opération d'évaporation, donc qui va vous permettre de réduire le poids et le volume de votre matière de départ. Et bien sûr, vous concentrez, pourquoi? Pour préserver votre produit. La confiture de tout à l'heure, nous essayons de la concentrer vraiment au maximum, de telle manière à ce qu'on puisse la préserver, la garder et la stocker. Et le fait d'évaporer va vous aider à préserver vos produits, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire, comme j'ai cité le lait, on peut citer aussi la tomate concentrée en boîte, c'est qu'on a évaporé le maximum d'eau, et bien sûr pour la stocker dans des emballages beaucoup plus réduits et pour la préserver, pour pouvoir la stocker pendant longtemps. Et donc dans l'agroalimentaire, c'est largement utilisé, concentré, de telle manière à réduire la masse, le poids, le volume, et donc pour pouvoir stocker et garder le plus longtemps possible vos produits. Et vous avez aussi dans le domaine pharmaceutique aussi, pour le cas des médicaments, vous avez des sirops qui sont très concentrés. Donc, pour pouvoir les garder dans des emballages avec des volumes plus réduits et bien sûr pour les garder plus longtemps. Ensuite, vous avez aussi, vous vous concentrez pourquoi? Pour préparer un produit à une opération unitaire ultérieure. Par exemple, je prends le cas du sucre. Le sucre, eh bien, vous devez quoi? Vous devez
disons votre matière première qui se présente sous forme de liquide. Bon, on reviendra sur la cristallisation du sucre ultérieurement. On va expliquer comment justement on produit le sucre. Mais dans une étape de la fabrication du sucre, nous avons justement une solution de sucre et qu'il faut bien sûr concentrer pour la préparer à quoi? À la cristallisation, à l'étape ultérieure qui est la cristallisation. Mais dans une certaine étape de la fabrication du sucre, vous avez une solution qu'il faudra donc concentrer comment? Par évaporation. Voilà, on continue, toujours dans ces généralités qui concernent l'évaporation, pour voir les différentes applications qui sont les suivantes. Donc, il y a un large domaine d'application pour la fabrication des engrais, notamment pour les nitrates. On évapore, pour l'élimination de l'eau dans la production des fibres artificielles, pour la concentration des jus de fruits et du lait, pour le dessalement de l'eau de mer, pour la cristallisation du sucre, pour la fabrication de la pâte à papier, pour la concentration des acides, notamment sulfuriques, phosphoriques, et pour la concentration des bioproduits. Vous voyez, il y a un large domaine d'utilisation de cette opération unitaire qui est l'évaporation. Donc la réduction de la quantité de solvant de départ pour pouvoir utiliser les produits en question. Alors, est-ce que je suis là? Alors, maintenant, quelques mots concernant le principe. Nous avons dit que nous devons réduire la quantité de solvant. On va dire aussi donner quelques informations sur le principe. Alors, le principe, vous avez au départ une charge de départ. Cette charge toujours mes problèmes d'annotation. Donc, j'ai ma charge où il y a un soluté et un solvant. Un soluté et un solvant. Et moi, mon objectif, c'est quoi? C'est de réduire la quantité de solvant. Donc, ma charge, au départ, elle a un débit massique ou molaire grand F, une concentration XF. Et je veux justement quoi? Je veux augmenter cette concentration XF. Je veux l'augmenter, de telle manière à avoir une solution plus concentrée. Donc, comme on l'a dit, on doit augmenter la température de notre charge jusqu'à atteindre et dépasser la température d'ébullition. Et ça, comment? Eh bien, en utilisant un échangeur de chaleur qui va être généralement traversé par une vapeur, la vapeur de chauffe. Cette vapeur-là, c'est elle qui va vous ramener les calories qui vont chauffer votre charge. Et une fois que votre charge aura atteint la température d'ébullition, bien sûr, là, le solvant va s'évaporer. Donc, on va obtenir ce qu'on appelle un évaporat. Le solvant s'est évaporé. Donc, nous allons obtenir un évaporat. Et la vapeur que vous avez introduite dans votre échangeur de chaleur, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se refroidir puisqu'elle aura échangé des calories avec votre charge. Eh bien, elle va se condenser et vous aurez ce qu'on appelle un condensat. Maintenant, le produit que vous allez obtenir, on l'appelle le concentrat. Le concentrat avec une autre composition XL. Et bien sûr, XL est supérieur à XL. Vous avez concentré votre solution de départ, votre charge de départ. Et donc, vous avez obtenu votre produit concentré avec une
une concentration qu'on va appeler XL, XLL, parce que c'est toujours liquide. Et ici, nous allons obtenir donc un évaporat qu'on va appeler grand V, donc son débit massif, on l'appellera grand V. Alors, ici, vous avez deux types de vapeur. Vous avez la vapeur qui concerne le soluté qui est mélangé avec, vous avez voilà. Vous avez cette vapeur-là que vous avez produite par quoi? Par l'évaporation de votre solvant. C'est le solvant qui s'est évaporé pour vous donner cet évaporat. Maintenant, la vapeur de chauffe, c'est autre chose. Ne pas confondre donc évaporat avec vapeur de chauffe. La vapeur de chauffe, c'est elle qui va vous donner des calories. Et cette vapeur, elle va rentrer dans un échangeur. Donc, elle ne va pas être mélangée avec votre charge. Par contre, l'évaporat, il provient de quoi? Il provient du fait que vous avez évaporé une certaine quantité de solvant qui, lui, était en contact avec votre soluté pour vous donner la charge. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Vous me répondez. Vous me répondez par un chat. Ça va? Très bien. On continue. Maintenant, nous avons terminé. Oui? Il y a une question? Allez-y. Vous voulez que je répète? Vous voulez que je reprenne ce que j'ai expliqué ici? Vous me répondez, je n'arrive pas à vous entendre, ni à voir votre chat. Ce n'est pas clair? Qui est-ce qui a posé Je n'arrive pas à savoir ce que vous voulez. Faut vous manifester. Je n'ai pas entendu votre question, mademoiselle. Vous avez posé une question? Personne ne répond. Personne n'envoie de chat, donc je ne peux pas savoir. On continue. Très bien. On continue. Maintenant, nous allons passer aux différents facteurs qui influencent notre fameuse évaporation. Les facteurs qui influencent l'évaporation. En grand 2, nous allons voir quelques facteurs, qui influencent l'évaporation. On va commencer par le premier, c'est la concentration. La concentration que nous définissons comme ceci. C'est quoi? C'est la teneur en soluté dans la solution. Elle est donnée par le titre ou la fraction massive. Donc la concentration, comment je vais la calculer? La fameuse XL dans une phase liquide. C'est la masse de soluté rapportée à la masse de soluté plus la masse de solvant plus la masse des impuretés. Parce que votre charge liquide, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le soluté, il y a le solvant. Il se peut qu'il y ait des impuretés. Donc votre titre, fraction massique, qui va représenter la concentration de votre solution, vous allez la calculer comme ceci. Donc, comme bien sûr, vous avez eu aussi l'habitude de calculer ces concentrations. C'est juste un petit rappel. On vous dit que la dissolution d'un solide mis en contact avec un liquide, notamment avec un solvant, donne un mélange homogène qu'on appelle solution. Donc notre solution, elle est constituée de quoi? De soluté, de solvant et d'impureté. Maintenant, comment va intervenir cette concentration dans l'évaporation? Alors au départ, j'ai une solution diluée, la viscosité est faible,
Et le coefficient de transfert de chaleur, il est important. Une fois que je vais faire l'évaporation de cette solution diluée, je vais concentrer la solution. Après, bien sûr, évaporation. Pour la viscosité, elle va augmenter. Hein, ce sera plus visqueux. Et le coefficient de transfert de chaleur, ça va diminuer. Pourquoi? Parce que ce sera plus dense. Hein, j'aurai un système plus dense. Donc, nécessairement, tout ce qui est transfert de chaleur, ça va diminuer. Je vais vous donner un aperçu de cette diminution. Eh ben, pardon. Alors, le coefficient de transfert thermique est d'autant plus faible que la concentration de la solution est plus forte. C'est ce qu'on vient de dire. Alors, par exemple, j'ai une solution aqueuse. La solution aqueuse, hein, le coefficient de transfert thermique global, il varie de combien? De 200 à 900 watts par mètre carré par Kelvin, quand XL varie de 5 à 60%. Donc, lorsque la concentration augmente, eh bien, le coefficient de transfert thermique, il diminue. Vous voyez donc la concentration, elle va jouer sur le transfert de chaleur. Plus ma solution elle sera concentrée, moins les transferts thermiques vont être importants. Voilà, je vais aller mes annotations. Vous voyez que la concentration de la solution, elle va jouer sur le transfert thermique qui, bien sûr, on l'a expliqué tout à l'heure, vous devez apporter des calories, ces calories dans un échangeur de chaleur, et donc cet échange de chaleur va diminuer lorsque la concentration va augmenter. Voilà comment la concentration peut affecter mon évaporation. J'enlève mes annotations. Deuxième facteur qui peut aussi jouer sur la qualité de l'évaporation, c'est la solubilité. Nous avons parlé de charge liquide. Cette charge, c'est quoi? C'est le solvant plus le soluté. Donc, le soluté est dissous à l'intérieur de mon solvant. Seulement, cette dissolution, elle n'est pas infinie. Je peux, par exemple, vous prenez un verre d'eau, vous mettez du sucre à l'intérieur, vous agitez, donc vous pouvez donc le dissoudre, vous ajoutez encore, vous pouvez dissoudre, mais il arrive à un certain moment, vous ne pouvez plus dissoudre votre sucre à l'intérieur de votre verre d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez mis du soluté en excès et que vous avez saturé votre solution. Donc il y a une limite pour solubiliser un soluté à l'intérieur de notre solvant. Maintenant, si vous voulez augmenter cette solubilité, vous pouvez jouer sur les conditions opératoires. Vous pouvez notamment, par exemple, augmenter la température. Donc, ce qu'on peut dire, le solvant ne peut dissoudre plus d'une certaine quantité de solide. Une solution en équilibre avec du solide en excès est dite saturée. Maintenant, pour une température donnée, il existe une concentration limite appelée concentration de saturation, c'est-à-dire la solubilité, au-delà de laquelle la substance solide ne se dissout plus. Donc, vous voyez que vous pouvez donc concentrer, mais il arrivera un certain moment où vous allez quoi? Vous allez faire apparaître la phase solide. Donc, en fin de compte, vous êtes limité par ce qu'on appelle la solubilité. L'évaporation, cette opération d'évaporation est comment? Elle est limitée par la concentration limite, c'est-à-dire la solubilité. Vous ne pouvez pas aller au-delà de quoi? De l'état de saturation.
Hein, lorsque la dissolution absorbe de la chaleur, c'est le cas le plus fréquent, la solubilité augmente avec la température. Maintenant, si au contraire la dissolution est exothermique, la solubilité diminue lorsqu'on augmente la température. C'est la solubilité inverse. D'accord? Vous avez compris qu'en fait, votre soluté, vous ne pouvez pas le dissoudre indéfiniment dans votre solvant. Il y a ce phénomène de saturation qui peut apparaître. Et ce phénomène de saturation, vous pouvez quoi? Vous pouvez disons, le déplacer en jouant sur les conditions opératoires, notamment en faisant varier la température. Alors, vous avez bien sûr, plusieurs sels. Alors ici, je vous montre la variation de la solubilité qui est donnée en grammes par 100 grammes d'eau. De quoi? De certains sels, la solubilité de certains sels dans l'eau. Je prends le cas du sucre. Hein. Vous voyez que plus vous augmentez la température, plus vous augmentez la solubilité. Hein, c'est ce qu'on vient de dire. Vous avez le KI, le iodure de potassium, le nitrate de potassium. Hein, ce sont tous des sels qui voient leur solubilité augmenter lorsque la température augmente. Ce n'est pas le cas pour par exemple, pour le sulfate de sodium. Le sulfate de sodium, hein, vous voyez que sa solubilité augmente jusqu'à une certaine température. Ensuite, au-delà, eh bien, il voit sa solubilité diminuer avec la température. Vous voyez ici la variation de la solubilité de quoi? Du sel, en fonction de la température. Le NaCl. Ici, c'est le KCl, le chlorure de potassium, le bromure de potassium en amber, etc. Et vous avez le nitrate aussi, le nitrate d'argent. Donc, vous voyez, il y a certains sels qui voient leur solubilité augmenter nettement avec la température. Par contre, d'autres, beaucoup moins. Et il y en a d'autres qui voient, par contre, au lieu d'augmenter cette solubilité, elle diminue lorsqu'on augmente la température. Donc, ça dépendra des solutés que vous avez dans vos charges. Donc, est-ce qu'il faut augmenter la température? Est-ce qu'il faut la diminuer? Cela dépendra donc de la nature de votre sel. Ça va jusque-là? S'il vous plaît, vous me répondez. Troisième facteur qui peut influencer donc aussi votre opération d'évaporation, c'est la sensibilité à la température. Vous savez très bien qu'il y a des produits, hein, surtout d'origine organique, qui ne supportent pas des températures très élevées, hein, qui peuvent être décomposés si la température est très élevée. Et l'évaporation de ce type de solution doit se dérouler de manière à ce que les conditions critiques, hein, de décomposition ne soient pas atteintes. Il ne faut pas atteindre les températures qui puissent vous décomposer ces produits. Et ces produits, c'est dans l'agroalimentaire, les matières biologiques, et c'est les produits qui sont justement très sensibles à la température, c'est ce qu'on appelle les produits thermosensibles. Thermosensibles, c'est-à-dire qu'ils sont sensibles à l'élévation de température. Alors, la dégradation, donc, elle se fait à haute température, et ça dépend aussi du temps. Hein, lorsque vous l'exposez pendant un certain temps, un temps très long, eh bien, vous risquez donc de dégrader la matière que vous avez à traiter par évaporation. Donc, il faut faire attention aussi à la nature de vos produits. Est-ce qu'ils sont thermosensibles? Est-ce qu'ils ne le sont pas? S'ils ne le sont pas, tant mieux. S'ils le sont, eh bien, il ne faudra pas atteindre ces températures critiques. D'accord? Voilà pour le troisième point qui concerne la sensibilité à la température. Le quatrième point concerne la viscosité. Hein, comme nous l'avons dit,
lorsqu'on va évaporer, nous allons concentrer et donc nécessairement la viscosité va augmenter. Et le fait d'augmenter la viscosité, ça va gêner quoi? Ça va gêner la séparation de la vapeur parce que quand je vous ai expliqué le principe de l'évaporation, nous allons chauffer, donc nous allons créer une phase vapeur et cette phase vapeur, il faut qu'elle se dégage. Elle se dégage de la masse que j'ai à l'intérieur de mon système. Donc, le fait que la viscosité augmente, eh bien, elle va empêcher l'écoulement de la solution et donc elle va gêner l'écoulement de la vapeur et le dégagement de la vapeur. Qu'est-ce qu'elle va aussi entraîner aussi, c'est que elle va aussi poser des problèmes d'homogénéité de la solution au niveau des parois chauffantes. Au niveau des parois, eh bien, la matière, elle sera en contact avec ces parois qui sont chaudes, donc elle sera beaucoup plus concentrée, donc elle sera beaucoup plus, elle ne sera pas homogène. Et là, ça va créer des problèmes d'évacuation de la chaleur. Et c'est pour cela qu'il y a eu des technologies qui sont adaptées à ce genre de problème. Et cette technologie, c'est celle qui concerne les appareils à circulation forcée ou à film agité. C'est ce que nous allons voir dans le dernier point de ce chapitre. Donc, pour éviter ces problèmes disons, de solution qui va présenter une viscosité importante et donc qui va gêner la vapeur pour son dégagement et qui va créer aussi des problèmes d'homogénéité de la solution au niveau des parois chauffantes, eh bien, on va voir que ce problème-là est réglé dans des appareils qu'on appelle des appareils à circulation forcée ou à film agité. Ce sera dans le dernier point de ce chapitre. Voilà. Ça va jusque-là, s'il vous plaît? Alors, pour les aspects thermodynamiques de l'évaporation, je vais garder ça pour la prochaine fois. Donc, la prochaine fois avec vous, nous allons continuer ce chapitre en voyant le. Alors, s'il vous plaît, ne partez pas, ne partez pas. Je sais que c'est la fin, mais essayez de m'écouter encore quelques secondes. Donc, nous allons voir les aspects thermodynamiques et nous allons aussi entamer le point suivant qui est les différents systèmes d'évaporation. Maintenant, je voudrais aussi que vous me disiez, est-ce que vous arrivez à comprendre? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je continue sur ce rythme-là? S'il vous plaît, je veux avoir un feedback, s'il vous plaît, de votre part. Essayez de me dire si je dois continuer sur ce train, si ça va. Alors, pour votre information, vous êtes 12 à assister aujourd'hui avec moi en cours. Alors, 12 sur 79. Je vous laisse calculer le pourcentage. Monsieur Belkacmi, vous pouvez me dire pourquoi il y a toujours ce problème? S'il vous plaît, Monsieur Belkacmi, je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Vous pouvez me dire. Madame, je ne sais pas pourquoi en présence. C'est vraiment inquiétant. Là, c'est inquiétant. Vous savez, pour votre information, il n'y a que l'USTHP qui a prévu cette plateforme pour vous assurer les cours en ligne. C'est un luxe par rapport aux autres universités qui se contentent uniquement d'avoir leurs cours en PDF. Alors, les enseignants envoient les cours en PDF uniquement. Alors que vous avez la possibilité d'avoir un contact avec vos enseignants, de réagir quand vous voulez, et voilà, je ne comprends pas. Voilà. Je ne comprends pas. Par exemple, votre section, vous êtes reposé, vous avez pris. On a eu une semaine en plus, la semaine de l'AI, et ce qui m'interpelle, c'est le fait qu'au départ, vous étiez beaucoup plus nombreux. Vous étiez beaucoup plus nombreux
que maintenant. Et pourquoi? Je n'arrive pas à comprendre. Sachez une chose, Monsieur Belkacemi, il faut que tous vos camarades soient informés que les cours, on va les continuer. Nous allons essayer de terminer le programme sur la plateforme. Et à la rentrée, Inch'Allah, on ne sait pas quand est-ce, hein, on ne sait pas. À la rentrée, Inch'Allah, ce sera uniquement des séances de révision. On ne va pas, tous les enseignants sont unanimes que les détails qu'on est en train de donner maintenant, parce je ne vous cache pas, je travaille énormément pour vous préparer tous ces supports. Et donc, à la rentrée, je ne reprendrai pas les cours de cette manière-là. Donc, que vos camarades soient prévenus, qu'ils soient informés. Parce que je ne voudrais pas que par la suite, les étudiants viennent me dire voilà, on n'a pas eu cours, on ne sait pas, refaites le cours là. Les étudiants doivent être informés que mes cours, maintenant, je vais les faire régulièrement sur la plateforme et j'essaierai de terminer le programme qui est prévu pour les opérations unitaires avec vous. Voilà. Voilà. Monsieur Belkacemi, vous avez quelque chose à rajouter? Non, madame. Oui.